Bienvenue Bah, à en vous. fait, tout simplement, on est là pour parler d'IA dans SQL Server 2025. Alors, j'ai enfin la chance depuis le temps de faire une présentation avec mon ami Julien, qu'on connaît depuis, enfin, on se connaît depuis plusieurs années. Et c'est la première fois que l'on peut en fait faire une présentation ensemble. Donc, je suis très, très heureux de la partager, enfin, de faire ça avec lui. C'est Donc, on expérimental, hein. travaille tous les deux chez Microsoft. On a à peu près tous les deux le même boulot. Puis si vous voulez en fait avoir plus d'informations, moi, vous avez les liens LinkedIn juste en dessous. Avant qu'on commence, donc en fait on travaille chez Microsoft, mais aujourd'hui nos propos nous tiennent sont les nôtres, pas ceux de Microsoft. Et ce que je voulais vous dire aussi en préambule, c'est que SQL Server est toujours en CTP, donc en preview. Donc tout ce que l'on va dire aujourd'hui est sujet à modification. Donc il ne faut pas prendre ça pour de l'argent comptant. Julien, est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Merci en tout cas, je suis aussi ravi de faire cette présentation avec toi. Ça fait 6 ans que tu me supportes, et donc ça fait Ah 6 ans oui, que tu... Oui, ouais, oui. ouais, ouais, Donc ça fait faut le dire, six faut le ans dire. qu'on a envie de faire cette présentation, mais qu'on n'arrivait pas à trouver le créneau. Donc enfin, Ah, on a trouvé le créneau. Et voilà. effectivement, tout ce qu'on va dire aujourd'hui n'engage que nous. C'est bien de l'avoir rappelé. On va peut-être un petit peu enchaîner sur SQL Server, parce qu'il y a des trucs un peu intéressants à montrer. Il paraît que c'est Ouais. Et vous IA et savez quand ça Redis. sort d'ailleurs? Ah, attends, bouge pas. On a une T'as un slide, t'as un Ah, slide pour la super. date de sortie. Ok, je me tais, je vous On laisse a, faire, Ouais, pardon. on a un slide pour tout. ouais, on a un Tu sais, slide pour ça. ceci est une révolution. Ah, pardon. Ouais. Euh, on n'y est pas encore. Donc voilà. SQL Server 2025, une des grosses nouveautés qu'on a sur SQL Server 2025, on va vous en montrer d'autres. Mais on est très orienté sur l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va sortir. On a quelques démos à vous montrer avec Stéphane. Attention, il va falloir vous accrocher, prenez les popcorn parce que c'est hyper intéressant. Mais pour revenir un petit peu sur l'évolution d'SQL Server, parce que là on est en public preview comme tu l'as dit tout à l'heure, et comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, bah, tout ce qu'on va vous montrer c'est sujet à transformation, mais on a quand même des petites choses hyper intéressantes à voir qui vont normalement être compatibles sur l'ensemble des briques. Mais on va peut-être faire un petit feedback. Je passe à la slide d'après, mon Stéphane, sur les nouveautés qu'on a eues ces dernières années et l'évolution d'SQL Server. Alors, en 2017, on a eu quand même pas mal de choses qui sont arrivées, notamment la partie automatique tuning, que moi j'aime beaucoup, qui est arrivée avec le Core Store, qui a permis vraiment d'améliorer les performances du moteur avec l'adaptative query processing et surtout l'arrivée de SQL Server sur Linux. Ça, c'était des grosses nouveautés qu'on a pu avoir, avec une petite partie machine learning aussi qui était à disposition. En 2019, on a eu plein de choses qui ont continué dans ce sens-là. Ah oui, le Big Data Cluster, on aurait dit, t'as bien raison. Mais c'est peut-être un truc encore à côté. On va peut-être éviter d'en parler de trop maintenant. M'en veux pas. Bien que, il existe encore le Big Data Cluster. Je pense que tu sais où. Mais en 2019, on a eu l'intelligent query processing qui est arrivé, qui continue un petit peu dans la lignée adaptative query processing automatic tuning. On s'est vraiment orienté sur la performance au niveau du moteur. Et ça, c'était, à mon sens, très très bien. L'Accelerated Database Recovery, qui n'est pas encore assez activé, à mon sens, chez les clients. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, de l'Accelerated Database Recovery, mais pour moi, c'est une super évolution qui manque d'utilisation chez les clients. Et ça, c'est à mon sens très très bien. Ça permet de limiter la taille dans les journaux de transaction et ça permet de revenir très très vite sur un état précédent. Donc c'est une super évolution sur Alors, laquelle on va voir vous encore allez peut-être voir, des évolutions maintenant. ça va être relancé dans 2025. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était un peu le mot. Je t'ai Tu coupé m'as l'herbe sous la embrayé. bouche. Non, tu m'as embrayé, c'était très bien. On a eu en 2022 de l'intelligent Query Processing Next Generation. Bah, en fait, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Et grosso modo, on va faire du machine learning à partir du Query Store. Et à mon sens, très très bien. Ça fait partie des grosses nouveautés du cloud connecté. Par exemple, on peut se connecter à une managed instance très facilement. On peut se connecter sur du data lake avec de l'external database. Euh, et puis on a eu des nouveautés côté TSQL qu'on n'a peut-être pas assez montré, mais qui sont assez intéressantes. Et puis du Ledger. Alors bon, moi le Ledger, je suis pas très très fan, mais
Et c'est une nouveauté, elle a le mérite d'être là. Je pense que c'est malgré tout quelque chose qui a eu l'intérêt d'être ici. Bon, voilà, ça fait partie des nouveautés. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Stéphane, de toutes ces nouveautés. Bah, il y a quand même pas mal de choses. Alors, ça a été orienté pas mal autour de tout ce qui était time series, IoT. Donc, on y a plein de choses qui ont été rajoutées dans TSQL pour faire ça. Les fonctions de formatage. Il faut arrondir à 10 minutes, il faut arrondir une date je sais pas moi, au quarter ou je ne sais quoi. En fait, maintenant, c'est complètement natif. On peut formater avec la culture. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple que ça l'était avant. Juste une Oui, puis, question brève, Julien, pourquoi t'aimes pas le Ledger, enfin, en données? ah, voilà. Mais en Faut fait, pas que je te lance là-dessus. j'attendais que mon Stéphane me lance là-dessus. Il a pas démarré. Mais pourquoi j'aime pas? Alors, c'est pas dire que j'aime pas vraiment. C'est que pour moi, c'est une fonctionnalité qui aurait mérité peut-être d'être un peu améliorée. On n'a pas été. Ça a le mérite d'être là. Et c'est très très bien. Et pour des raisons légales, je trouve que c'est très bien elle soit là. Maintenant, on creuse un peu les choses. Euh, Ce qui m'embête, c'est qu'on a repris des fonctionnalités comme le temporal table, qui est une très très bonne fonctionnalité. Je crois que notre ami Fred Brouard et Ariane Papillon nous avaient fait une super démo il y a quelques temps. Et ça, c'est pas mal. Mais un des trucs qui me chagrine, par exemple avec le Ledger, c'est que je fais un drop de la table, de la database, pardon, et ben je perds tout. Alors on va me dire, oui, mais si tu fais le drop, voilà. Mais moi j'aurais bien aimé qu'on empêche cette chose-là, parce que normalement on est censé verrouiller l'intégralité des données pour des contraintes légales. Aujourd'hui, je drop la table, j'ai toujours l'historique. Je drop des données à l'intérieur, j'ai toujours l'historique. Je fais des modifications de données, j'ai toujours l'historique. Je fais un drop de la base, je perds tout. Et c'est Ok, le petit donc, truc, à mon sens, Ouais. qui est pas ouais, fini. Tu vois, ouais, c'est pas fini, ok. Alors, c'est génial, le ouais. produit est bien, l'idée est super, mais il manque le dernier truc, tu sais, sur le bout de la ligne. Mais c'est bien, hein, c'est là, et on a en plus fait du reuse sur des produits qui étaient très bien. Le temporal table, je pense que vous êtes tous d'accord, enfin, c'est pas, hein, mais moi personnellement, je suis fan. C'est pas très Alors, consommateur, et ça marche bien. Alors, j'ai un avis un peu divergent parce qu'en fait, si vous arrivez dans une entreprise à faire un drop database en production et que vous n'avez aucune trace pour ça, bah, il faudrait peut-être se poser des questions. Après, je suis électricien, moi, à la base, donc j'imagine bien démonter le disjoncteur et puis on n'a plus rien non plus. Donc, à un moment donné, faut savoir où on s'arrête. Mais le fait est que si vous avez un drop database en prod et vous n'avez rien qui le trace, ben, c'est qu'il y a potentiellement un sérieux problème de sécurité. Mais bon, Alors, c'est un avis personnel. non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Voilà. Stéphane. Sauf qu'on a des clients, et je pense que des gens qui sont là aujourd'hui, qui nous font des surprises. Trois petits points. Ils arrivent à nous faire des trucs. Ah, Ils, ils arrivent à retirer le compteur électrique, hein. bon, bah écoute, là après, tu sais, il n'y a plus grand-chose à faire à un moment, hein. Mais sur le principe, on est complètement en phase, hein. Mais voilà, ils vont nous le reprocher. Tu vois, ils vont Ouais, venir ok, nous reprocher ce genre de choses-là. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas été jusqu'au bout du truc. on aurait pu. Juste un Bah, petit Après, message d'alerte. Attention, tu as le ledger ah, qui est activé. Est-ce que tu es sûr que ouais. tu veux pas le faire, quoi? et Hmm. est-ce que, à votre connaissance, il y a justement des improvements, des améliorations en 2025 sur cette fonctionnalité-là? Non, malheureusement, non. Oui. C'est des feedbacks qui ont été remontés au groupe produit. Ouais. Et le feedback a été le même que ce que Stéphane m'a donné. Mais ouais, mais si on en arrive là, voilà. Hmm. C'est quand même Mais, grave, hein. mais voilà. C'est- Et après, vous pouvez mettre des feedbacks dans le site de feedback, hein, Rudy. De toute façon, tu sais comment ça Ouais, marche, non? ouais. Alors juste, excusez-moi, bon, je vais pas perdre du temps parce que Ouais, vous avez dit plein de c'est pas trucs à l'idée. présenter. Voilà, Mais Ouais, le voilà. tout site de à fait, ouais. feedback, C'est assez le dense. Microsoft, vous êtes là en disant, mais nous, on fait que des demandes clients. Alors, je sais pas si les Exactement. big data clusters c'était une demande client entre parenthèses, mais bon. Et après, il faut le mettre sur le site de feedback. Puis comme ça a changé 5 fois, puis personne sait où c'est, il y a personne qui va voter, hein, globalement. Ouais, allez, Voilà. allez, Bon, allez, j'ai fini, allez. j'ai fini. Excusez-moi, je coupe mon micro. Bouge pas, je vais mettre Fabrique, ça va te détendre, Rudy. Alors, Hmm. tu penses pas si bien dire?
Donc, du coup, bah, voyons un petit peu l'écosystème à l'heure actuelle de SQL Server. Donc, en fait, à l'heure actuelle, ce qu'on a fait, c'est on a décliné le moteur en plusieurs versions. Alors, j'imagine que la plupart, vous connaissez déjà la partie, en fait, les trois icônes de gauche, mais celle de droite, c'est nouveau. Alors, on va revenir juste rapidement sur tout ça. Donc, typiquement, depuis 2017-2019, ça dépend en fait sur quel type de support vous voulez en fait faire fonctionner votre SQL. Bah, maintenant, on sait que ça tourne aussi bien sur du Linux que sur du Kubernetes, que bien sûr sur du Windows. Enfin, on arrive à peu près à tout et n'importe quoi comme support. Hop, pardon. Donc ici, en fait, on a rajouté SQL Server 2025 qui est tout simplement dans le déploiement de la partie de l'intégration vers Fabric. Alors ici, faites juste attention, c'est une nouvelle version de SQL Server dans Azure. Donc c'est Azure SQL Server Database dans Fabric. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, en fait, c'est une fonctionnalité dans laquelle on va pouvoir faire du OLTP avec une réplication near real-time vers du Fabric. Donc, on va pouvoir faire du Lake. Ici, en fait, du Je vais pas coup, le présenter pourquoi on après. parle de tout? Du coup, ici, pourquoi est-ce qu'on parle de Fabric? Ben, en fait, on a rajouté des fonctionnalités qui permettent justement d'aller s'interfacer de manière tout à fait transparente avec du Fabric et pouvoir faire du Lake. Donc, en fait, c'est ça qui est l'idée ici. Alors, alors, l'idée aussi qu'on a derrière tout ça, c'est que peu importe en fait le système que vous allez utiliser, peu importe en fait la souche SQL que vous allez utiliser, bah, vous allez avoir des composants qui sont complètement classiques. Donc, le TSQL qui va vous permettre de faire votre programmation, l'engine qui va se comporter de la même manière. Suivant les différents moteurs. Alors, vous allez me dire, oui, on n'a pas toutes les fonctionnalités, par exemple, sur Linux, mais si vous voulez, le noyau qui a été porté sur Linux est extrêmement proche de ce qu'on a sur Windows et dans Azure. On a eu un Vous- petit tacle avant Stéphane qui était gratuit encore, mais on l'a eu en commentaire. On voit plus Azure Data Studio. mais en fait, c'est comme Big Data Cluster, c'était trop grand. Et on s'est dit, on est en avance dans l'histoire, on va vous le ressortir dans 10 ans. Normalement, c'est le cycle. Mais ça, c'est pareil. Par rapport à ça, il y a des choses très, très, très bien. Alors, je fais la petite parenthèse pour Rudy. Il y a Visual Studio Code qui vient de se faire enrichir de plein, plein, plein de petites extensions Ouais, pour l'extension MS remplacer. SQL est très Voilà, très bien, et même visualisation des plans d'exécution, très tout bien. à fait. On est d'accord. Et, Monsieur, et donc, je fais des plaisanteries hein, pour ouais. vous, je suis désolé. Ah ouais. Et le Nous? copilote, Mais et le truc, et ça marche avec du PowerShell. Alors, on digresse un petit peu ici, mais bon, on parle des outils. Donc, typiquement, en fait, ça rentre tout à fait là-dedans, dans les histoires d'outils. Alors, effectivement, d'ailleurs, Azure je Data. crois que SSMS 21, excusez-moi, je te coupe, mais il repose un peu sur Visual Studio Code, non? Ouais, tout à fait. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, le Management Studio en version 21, de toute façon, c'est ce qu'on utilise, Julia et moi, dans les démos. Donc, vous allez voir un petit peu. C'est sur une souche Visual Studio. C'est 64 bits. Ça, c'est quand même la grosse avancée. Les fonds bleus de couleur et tout. Enfin, bref. Ouais, Mais et typiquement. juste pour préciser, c'est pas ARM pour les gens qui achètent des copies. Je me tais. Ok, ça marche. Donc, le futur de Azure Data Studio, bah, c'est Visual Studio Code, qui est quand même plutôt sympa aussi. Le copilote, bah, on vient d'en parler, il y en a un petit peu partout maintenant. Donc, vous en avez dans Management Studio, vous en avez bien sûr dans Visual Studio. Celui de Visual Studio, il est quand même sympa parce qu'il vous permet de faire aussi bien du TSQL que du PowerShell, que du C Sharp, que du truc, que du machin. Donc typiquement, c'est quand même plutôt sympa parce que Azure Data Studio, lui, était limité. Il faisait du SQL, du Python, du PowerShell. Là, maintenant, on a un truc qui est complètement ouvert. Et effectivement, alors je vois, il y a Jean-Yves qui nous parle de ça, et vous le verrez dans les démos. En fait, on utilise directement Git avec, Hmm. avec Management Studio 21. C'est très, très pratique parce que du coup, on a des suivis sur absolument tout. Alors,
Celui qui rentre dans la famille, c'est la partie Artificial Intelligence, parce que bon, avant, sur on-prem, on n'avait pas. Maintenant, avec SQL Server 2025, on va l'avoir. Et l'intégration de, comme je vous disais, la réplication vers ce merveilleux produit qui est Fabric. Je vais pas le montrer Ah, après, de toute façon. Alors, pour la suite, donc je repasse la main à Julien. Alors, SQL Server 2025, c'était plein de nouveautés. On a déjà un petit peu parlé. Donc, on a la partie intelligence artificielle, mais ça, on va vous faire des démos. Je pense que c'est mieux que de vous en parler comme ça. On a la partie intégration avec Fabric. Encore une fois, ça, je vais faire exprès. Je sais que Rudy, il adore ça. Donc, je lui ai prévu un truc aux petits oignons, juste pour lui. On a une partie développement et modernisation des applications. Bah, pourquoi tu te tais, mon Rudy? Ben Oh non, là vas-y, là, vas-y, sois pas vas-y. vexé. Je t'en prie. On va aussi développer et moderniser des applications, mais c'est ce que tu viens de nous dire avec SSMS 2021, la partie Visual Studio Code, les extensions de Visual Studio, la partie Git qui s'intègre, etc. On est vraiment dedans. Je peux passer encore dans la slide. On a toute une partie sécurisation aussi Ouais. qui va s'améliorer. Ouais. Juste, Julien, si tu permets, on a quand même une base de données qui, à l'heure actuelle, peut faire du JSON, peut faire du graph, peut faire du time series, peut faire en fait tout un tas de choses Du directement vectoriel. dans du vectoriel, directement dans SQL. Donc, on commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Ouais, donc, j'ai déjà fait des présentations, par exemple, pour la partie graph. C'est loin d'être aussi bien qu'un moteur en termes de performance qu'un moteur qui est spécialisé. Mais ici, ce qui est quand même intéressant, c'est de pouvoir faire tout ça au sein d'une même base. voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre base, elle va s'étendre pour être malgré tout, bon, de base, on est sur un modèle relationnel, mais comme t'es en train de le dire, Rudy, on arrive sur du multimodal. Et on commence à s'étendre. Et là où des fois on pouvait se poser la question, moi j'ai certains clients qui venaient à se poser la question de passer sur un Cosmos DB, par exemple, en restant chez Microsoft, pour faire du graph ou pour aller sur des nœuds en JSON, en fait, ils peuvent rester sur du SQL et continuer à rester dessus parce que les fonctionnalités sont là. Elles ont le mérite d'être là. On vient sécuriser aussi pas mal les données. Notamment, on a la partie Manage Identity qui va être disponible pour se connecter sur une base SQL. Et ça, c'est une très très bonne chose. On va se connecter sur Azure Active Directory, etc., comme d'habitude. Mission Critical Engine, on ira voir tout à l'heure dans les démos, mais on a pas mal d'améliorations, notamment sur l'aspect mémoire, gestion de la mémoire, optimisation de la mémoire, gestion des locks, etc. On a un petit peu commencé à en parler à la fin de la session de Clément tout à l'heure, mais on va éviter de tout spoiler parce que sinon on n'aura plus rien à dire tout à l'heure. Et puis on a ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on est connecté aussi avec Arc. Ça peut être une très bonne chose, c'est-à-dire que par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez payer à l'usage et puis payer vos licences constamment. Donc avec Arc, on peut le faire, on peut avoir du pay-as-you-go. Gros avantage aussi, on peut avoir de la partie audit directement intégrée dessus. Et donc on va connecter les machines on-prem à Azure. On est un petit peu sur un système hybride. C'est qu'on continue à garder les données chez vous, mais vous utilisez le portail Azure comme amélioration de performance, c'est-à-dire que vous allez avoir des rapports derrière pour améliorer les performances. On a Copilot, tu vas commencer à en parler tout à l'heure, donc on va l'avoir dans les SSMS, on l'a dans les outils à côté, et donc on va gagner du temps. On a toute la partie benchmark, où on voit qu'on est le leader côté SQL. On optimise pour les dernières configurations disponibles, et puis on est sur toutes les plateformes, dont du Linux disponible aussi. Ça, voilà. Et la fameuse slide que Alors, vous attendez tous. voilà. Alors, la première question, j'imagine que c'est celle qui vous intéresse tout. Quand est-ce que SQL Server sera GA? Alors, on vous l'a dit, c'est cette année. Donc, c'est cette année que ça passera GA. Donc, c'est bientôt et peut-être même avant, comme j'avais entendu dans un film un jour. Alors, au niveau du prix, au niveau, Alors, c'est enfin, précis. Merci. tout ce qui est licensing, tout ça, c'est pareil. Pour l'instant, en fait, ce n'est pas arrêté. Tout simplement, on est encore en CTP. Les éditions,
Oui, pardon, il y avait une question? Non, je crois pas. Non, Il y a ok, des pardon. questions, il y avait une remarque de Clément, etc., de Jean-Yves, mais on fera peut-être après. Ok, ça Allez-y, marche. tranquille. Ok. Les éditions, alors vous verrez dans les prochains slides, on parle d'une édition standard développeur. Mais bon, pour l'instant, c'est pareil, c'est pas encore trop ouvert par rapport à ça. Comment est-ce que je vais faire les upgrades? Bah, là, pour l'instant, ça n'est pas encore décidé de quelle version et de quelle version de SQL ou de l'OS on va pouvoir faire les migrations. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations non plus sur les fonctionnalités dépréciées. Je vous rappelle quand même que depuis plusieurs versions de SQL Server, on a arrêté de faire des modifications bloquantes. Donc, il y a de fortes chances, mais ça n'engage que moi qu'il y ait très peu de choses qui soient bloquantes en termes de dépréciation sur le moteur 2025. Alors du coup, iBuilt-in, bah, simplement, je reviendrai sur deux, trois points par rapport à ce qu'on cherche à adresser. L'idée, c'est d'avoir en fait une possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent en termes de recherche par rapport à ce qu'on a au niveau de nos bases. Donc Je pose typiquement, juste vous une avez... question brève, excuse-moi. Est-ce Oui, que c'est Clément qui demande si la compatibilité 2008 va être quand même maintenue en Oui, 2025, si vous oui, savez? oui. Ok, Normalement, merci. oui. Il y a peu de chances qu'il la retire. Aujourd'hui, en tout ouais, cas, on est toujours en compatibility level 2008. Elle existe toujours. Comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement, c'est Merci. pas improbable que ça change quoi, au moment de la sortie. Donc c'est là où on peut pas le garantir à ouais, 100%. Mais moi aujourd'hui, sur les CTP, en tout cas, on a toujours c'est le là. compatibility level 2008. Ouais. Il est toujours là, mais rappelez-vous ce que j'ai dit en préambule. CTP, ça veut dire que pour l'instant, c'est pas 100% certain. Ce que vous voyez maintenant n'est pas forcément ce que vous allez avoir à la fin. Par contre, il est toujours là à l'instant, à un moment où on se parle. Là où, j'ai juste 30 secondes, hein, là où je te rejoins, Stéphane, c'est que, euh, et ça on l'a dit juste avant, on essaye d'éviter justement les breaking change où Mm. on va tout casser et compagnie. Donc c'est pas Oui, notre objectif de l'enlever. 2008, c'est un palliatif aujourd'hui que l'on a pour des vieilles versions 2000 vers un 2025 par exemple. Et donc on va passer sur ce 2008. Si on l'enlève, on risque de plus avoir ce point-là. Donc c'est pour Mm. ça que je pense qu'on va le garder. Je pense aussi, ouais. Et pour information, comme on en parle, je ne sais pas si je vous invite à regarder un article qui est sur ak.ms dbcompat, qui parle justement de la compatibilité, de jouer en fait avec le niveau de compatibilité des bases de données pour garder le même fonctionnement du moteur. Donc quelque chose de similaire. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous encourage à regarder. Alors, si on revient un petit peu aux histoires d'IA, donc ce qu'on essaye de faire, c'est donc tout simplement, c'est de trouver un moyen efficace pour aller retrouver des informations sur de la data que vous avez déjà chez vous. J'ai par exemple un client qui a une base de tickets, tickets d'incidents. Et ce qu'il voudrait faire avec le système, avec IA, c'est de sortir des similitudes pour simplifier, par exemple, la résolution d'incidents, de trouver de l'information au travers de l'IA pour avoir quelque chose de mieux au niveau recherche. Alors, bien sûr, tout ça, ça vient se rajouter à ce qui existe déjà avec full text et ainsi de suite. C'est juste en fait une brique supplémentaire qui nous permet d'avoir quelque chose qui va un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on nous présente ici, donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser du RAG, donc de faire de l'augmentation de la donnée, et donc utiliser aussi des agents IA. L'idée aussi, c'est de pouvoir en fait avoir quelque chose de secure et de scalable. Donc, on verra un petit peu plus tard ce que on entend par rapport à ça. On aura un petit chapitre sur la sécu. Et l'idée, c'est de pouvoir faire tout ça avec du TSQL. Parce qu'en fait, les premières fois que j'ai fait des présentations, les gens me disaient, oui, mais tout ce que tu fais, on pourrait très bien éviter de le faire directement sur SQL et de le faire à l'extérieur. Mais l'idée, c'est que si quelqu'un développe une application, a besoin de l'IA, bah, qu'il puisse le faire sans avoir à sortir de SQL Server.
Alors, je vous montre juste un petit peu comment ça marche et après, je vous montre la démo. Donc, il faut simplement comprendre en fait le fonctionnement. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est que on a rajouté. Alors, typiquement, on a la possibilité d'aller récupérer ce qu'on appelle des embeddings et des vecteurs à partir de solutions IA. Ici, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, par exemple, on a des solutions qui peuvent être complètement on-prem, comme Olama. Donc, ça, c'est aussi la nouveauté. La démo qu'on va vous faire, en fait, c'est basé sur de l'Azure IA, mais vous pouvez, en fait, monter votre propre serveur on-prem et vous pourriez, en fait, avoir une recherche complètement on-prem. Donc, qu'est-ce qu'on Arrête de fait leur tout ça? parler on-prem, il faut parler Azure. Oui, oui, pardon. C'est toujours mieux dans Azure, mais vous pouvez le faire dans on-prem. Non, c'est toujours mieux dans Azure et vous pouvez pas le faire. Euh, euh, Ouais. euh, Ouais, bon, parfois ça bug un peu, mais bon. Moi j'ai l'habitude, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'habitude, ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble. Donc typiquement, ce qu'on a fait, c'est que d'un côté, on va avoir la possibilité d'interroger ce qu'on appelle des endpoints directement, ou, comment dire, de manière transparente dans SQL Server. À partir de là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut du coup vectoriser de la donnée. Et pour ça, ce qu'on a fait, bah, en fait, on a rajouté un type qui s'appelle en fait le type vecteur qu'on va voir tout à l'heure. Et pour que ça soit efficace, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des index de type vecteur. Donc on va regarder ça tout de suite. J'ai une petite démo pour vous. Il y a une question, Stéphane. Oui, pardon. On demande si la partie vectorielle est disponible sur Linux. Moi, j'aurais tendance à dire ah oui, parce qu'on est sur le moteur, sur le On est DB le moteur. Engine. Ouais. Voilà. Et le DB Donc, Engine, on va l'avoir sur Linux. Mais encore une fois, on est en CTP. On n'a pas à testé sur vérifier. Linux, Ouais, ni toi comme moi. Donc ouais, voilà, ça n'engage que ouais, nous sur la réponse. ouais. A priori, ça devrait. Il y a 9 chances sur 10, comme tout ce qu'on va vous montrer derrière sur les fonctionnalités, JSON, regex et compagnie, que ce soit disponible sur Linux parce qu'on est sur le DB Engine. Tout à fait. Exactement. Alors, ici, j'ai une petite démo. Alors, je ne vais pas la dérouler parce qu'il y a des endroits où ça prend un petit peu de temps. Donc, je vais simplement vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc, dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut faire, c'est rajouter la possibilité d'appeler des points de terminaison externes. Donc, vous pouvez utiliser ça. En fait, ça vous permettra de lancer tout simplement une requête sur un REST API. Alors là aussi, le client qui me disait, ouais, mais je peux faire ça à l'extérieur, pourquoi je le ferais dans SQL? On verra après avec la sécurité que ça peut être quand même plutôt sympa de tout se concentrer sur SQL Server. Donc tout simplement, on applique, on reconfigure et on a quelques trace flags à positionner parce qu'on est en CTP et par défaut, vecteur n'est pas activé. Donc en fait, au travers de ces trace flags, ce qu'on va faire, c'est activer les fonctionnalités de vecteur. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait stocker des secrets dans la base de données. Alors, juste pour information, tout ce que je vais faire maintenant, ce sont des choses qui sont stockées dans la base. Donc, en haute disponibilité, en backup restore, detach, attach et compagnie, ça suit la base. OK? Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est créer la master key. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un scope credential. Donc, c'est ce morceau-là ici. Donc, on va dire que on veut se connecter sur ici, on va se connecter sur un point de terminaison. Et par contre, dans un premier temps, ce qu'on fait pour des questions de sécurité, on va simplement dire on crée un credential. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est juste un nom et une clé et qui vont être sécurisés après au niveau de votre base de données. Un petit peu plus loin maintenant, et c'est là où on rentre dans les nouveautés. En fait, on va créer ce qu'on appelle un modèle. Donc, typiquement, la première chose qu'on fait, c'est que déjà, on récupère le credential qu'on avait créé tout à l'heure. Donc, vous voyez déjà qu'en termes de sécurité, les deux sont séparés. Donc, vous pourriez en fait avoir des développeurs qui créent des points de terminaison et ils n'ont pas forcément besoin de la clé de production, par exemple. C'est déjà à ce niveau-là, déjà, on a une séparation. Donc tout simplement ici, ce qu'on fait, c'est que bah, en fait, on va dire l'endroit où ça se trouve. Dans mon cas, c'est du OpenAI.
Ça pourrait être, comme je vous disais, du haut la main. Et donc, en fait, vous pourriez vous connecter sur votre serveur haut la main. On dit que c'est un format, alors ici, moi, c'est du Azure OpenAI. Je dis que le modèle que je veux, c'est du embeddings. Là, il n'y a pas trop de choix à faire. Et ça, c'est mon modèle. En fait, c'est le Text Embedding ADA 002. Tout simplement, c'est le modèle que j'ai dans OpenAI pour faire justement le calcul, en fait, d'embedding au niveau de mes données. Et donc là, c'est ce que je vous disais, simplement, on utilise le credential qui était au-dessus. Une fois que tout ça c'est fait, ben en fait, vous pouvez créer votre table. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'elle est déjà créée. Vous pouvez créer votre table et tout simplement ici, vous avez un nouveau type qui est le type vecteur. Alors, je vous l'ai montré ici dans le tree view aussi. Donc là, vous voyez que en fait, simplement, c'est ce nouveau type qui, lui, va héberger la donnée. Alors, comment on génère ça avec les nouvelles syntaxes TSQL? En fait, on a ce mot réservé maintenant, AI Generated Embeddings. Simplement, on va dire, parce que j'ai une table qui a des descriptions, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous voyez, vous avez tout simplement une liste vous avez des descriptions d'objets. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette description, on va utiliser le modèle qu'on vient de créer juste au-dessus. Donc vous vous rappelez, avec le credential, avec l'endroit où ça se trouve, et ainsi de suite. Et donc à partir de là, simplement, ça c'est une fonction scalaire qui va utiliser donc le modèle et qui va encrypter, enfin qui va vectoriser la donnée. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça donne en faisant un petit select sur les 10 premiers enregistrements, juste pour voir un petit peu. Donc, vous voyez la donnée ici qu'on retourne à partir de la description. En fait, c'est un vecteur qui a été défini avec la méthode d'IA qu'on a choisie. Donc, ça peut être... En fait, l'idée, c'est simplement c'est d'utiliser le modèle qui vous intéresse. Donc, une fois qu'on a fait ça, tout simplement, ben, on peut commencer à utiliser le, les données. Mais avant ça, pour que la recherche soit efficace, on a une nouvelle fonctionnalité qui est en fait l'index sur un type vecteur. Et donc, tout simplement, ben, il y a une nouvelle syntaxe. Alors, DiskNN, pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire. Donc l'index, il est forcément orienté DiskNN et on lui dit qu'on va faire des recherches par similarité, par distance, avec une fonction de type cosine. Donc une fois qu'on a fait tout ça, bah alors ici, le choix a été fait de créer par exemple une procédure stockée qui va faire les appels et qui va utiliser. Vous voyez ici, on a une nouvelle fonctionnalité qui est de dire je fais du vector search, je dis sur quoi je le fais. Donc c'est ici, j'ai ma table, j'ai ma colonne, j'ai le vecteur que j'ai passé lorsque, en fait, c'est le prompt qui a été transformé en vecteur par la procédure stockée. Et ça se fait ici. Encore une fois, avec la fameuse fonction AI Generated Embeddings. Une fois que je prends tout ça, ben, tout simplement, j'ai une fonction qui fait la recherche par rapport à mes critères, tout simplement. Donc typiquement, si je regarde cette fonction-là, j'ai utilisé cette procédure stockée, je vais faire une première recherche, par exemple, avec cette procédure stockée. Et voilà, si je demande, donne-moi des choses pour faire du sport extrême. Alors, je ne sais pas si la marche nordique en fait partie, mais je vous laisse juge. Donc, il vous récupère en fait des produits qui sont typiques pour, par exemple, pour du sport extrême. Donc là, j'ai fait une recherche en anglais. Je pourrais faire le même prompt avec de la version chinoise. Alors ici, faites juste attention, ça dépend en fait du moteur que vous allez utiliser pour l'IA. Potentiellement, vous n'aurez pas du multiculturel par rapport à ce que vous allez faire. La version de OpenAI qui est utilisée ici, c'est le fameux ADA 002. En fait, il sait gérer la partie multiculturelle. Alors, ici, je l'ai fait avec une procédure stockée, mais je pourrais en fait faire directement une recherche directement en forme de code. Donc, vous voyez, la seule chose à faire, c'est de prendre un prompt, de le transformer en vecteur, ce qu'on fait ici, utiliser le vector search pour aller faire la recherche, et tout simplement après,
on va faire, parce qu'on lui dit déjà qu'il récupère que 20 éléments, derrière, on va simplement faire un order by pour trouver la similitude la plus proche. Si j'exécute ça, en fait, ça me donne exactement le même résultat que ce que j'avais avant. Et enfin, je peux aussi faire une recherche de type KNN. Donc, vous avez en fait un vecteur distance qui vous dit à quel point en fait votre prompt est proche de la donnée qui est stockée en base. Et donc à partir de là, tout simplement, vous pouvez faire des calculs de distance. Donc là, je vous exécute ça et vous allez voir que, entre autres, on va calculer la distance avec la valeur du prompt versus la valeur en base. Donc là, typiquement, vous avez directement les informations par rapport à vos données qui sont dans vos bases. Et donc de ce côté-là, c'est quand même plutôt sympa. Alors, un petit point, et je ne saurais vous répondre pour vous dire si c'est la version définitive ou pas. Typiquement, en fait, votre table, parce qu'elle a un index de type vecteur, en fait, elle est read-only. D'accord? Donc, quand j'ai fait une démo hier à un client, il m'a dit, tiens, ça me rappelle le Column Store. C'était la même C'est chose. exactement ça. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que soit ça évolue encore dans ce modèle-là, enfin dans cette version-là, C'est le ou peut-être principe. dans une version subséquente. Principe. Un point aussi qui est important que tu peux souligner, l'index vectoriel vient de sortir. Ouais. D'ailleurs, moi-même, je m'étais loupé parce que jusqu'à la CTP 2.1 là, qu'on a maintenant, il n'existait pas. Maintenant, on a l'index vectoriel et les performances sont largement meilleures. Mais au début, on avait des temps au niveau des perfs Mm. qui étaient pas au top. Donc c'est un point aussi qui est important de souligner. Voilà. Euh, Donc, ça, c'était pour la démo. bah, quitte à rester sur des mots, je vais prendre la main, je crois, et moi j'ai une petite démo aussi. Alors, je vais pas aller autant dans le détail que Stéphane, parce qu'il a déjà bien montré comment ça fonctionne derrière côté SQL. Mais j'ai une petite partie qui est assez intéressante, c'est que moi, par exemple, j'ai continué, je suis allé un petit peu plus loin que ce qu'il a fait, donc j'ai repris la même base que lui. D'ailleurs, ma base, pour faire plaisir à Rudy, elle est ici. On est où ici? Sur Power Power BI, Ouais. Fabric. Oh, c'est beau, j'avais jamais vu. T'as vu. Et là, dedans, j'ai quoi? La base SQL dans Fabric. Et dans ma base SQL dans Fabric, j'ai refait à peu près la même chose que ce qu'a fait Stéphane, donc je vais éviter de Ah bah ça vous change tout. remontrer. Ah Oui, oui. parce que là, on est dans Fabric. Ah bah Eh, oui, ça change tout. et t'as vu, c'est pas encore de fabrication. Mm. Là, dedans, j'ai une table produit, j'ai une table product and bidding. Là, tu vois, j'ai une partie vectorielle qui est ici. Hop. Donc là, on va voir les données qui vont apparaître. On voit que c'est assez rapide, hein. Hop, j'ai toutes mes données vectorielles, j'ai ma table produit et j'ai surtout créé des procédures stockées qui viennent faire à peu près la même chose que ce que nous a montré notre Stéphane national. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher les données par rapport à la distance entre les deux. Et je suis venu brancher une petite application derrière qui a été faite en Visual Studio Code, en Chainlight, voilà, qui est ici, hop, avec du Python. Donc, je ne vais pas vous montrer toute l'appli, c'est pas l'objectif, mais je suis juste venu me connecter dessus sur cette appli. Et puis maintenant, en fait, je peux interroger tout ce que vient de faire Stéphane en langage naturel. Et ça, c'est cool. Et donc maintenant, je vais lui demander, do you have any Airbud? Je parle très très bien anglais. Hop. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient traduire en langage naturel mes données, et puis il va chercher dans ma procédure directement l'information grâce à la partie vectorielle. Donc, en gros, on est en train de terminer ce que vient de nous expliquer notre ami Stéphane, c'est-à-dire que très rapidement, je peux faire ce que j'ai besoin de faire. Si je lui demande des téléphones, par exemple, hop, eh ben, il va aller chercher les informations. Voilà.
Et visiblement, il s'est un peu loupé parce qu'il me donne que des 512 gigas, mais il y arrive. Il comprend ce que je lui ai demandé. Et donc, c'est l'objectif. Et ça, on le voit, c'est parce qu'il va venir, si on reprend un petit peu notre scénario qu'on a là, en fait, il vient rechercher via le cos, la fonction cosinus, les informations les plus similaires. Il vient rechercher les valeurs similaires. Et donc, c'est grâce à ça qu'il retrouve l'information. Le fait qu'on ait créé cette procédure qui vient rechercher les données, ben, on y arrive. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, je pense, qui me semble intéressant. Et donc, la partie vectorielle dont on vient d'expliquer là, bah, c'est un gros intérêt parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller rechercher vraiment l'information, derrière de mettre des requêtes structurées qu'on va pouvoir transformer derrière et venir créer un RAG. Typiquement, ce que j'ai fait là, c'est un RAG où on va utiliser le LLM comme langage naturel pour transformer depuis notre modèle le langage naturel en langage mathématique, récupérer les informations grâce au modèle vectoriel. Et donc, Stéphane, je crois que c'est ce que tu nous as montré avec la partie native du disque ANN index, la partie modèle, la partie distance, etc., que tu nous as expliqué. C'est exactement ça. Du coup, simplement, en fait, ici, on rappelle tout simplement ce qu'on a pu rajouter comme composant pour, comment dire, pour que ça puisse fonctionner. Donc, d'un côté, appeler des OpenAPI, de l'autre côté, rajouter de la syntaxe pour pouvoir faire de la vectorisation, de faire du embedding. Le type vecteur au niveau des tables et l'index de type vecteur qui permet justement pour pouvoir faire des recherches de manière efficace. Plus rapide, effectivement. Plus rapide. Alors, par rapport à ce qu'on a dit aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est la partie sécurité. En fait, typiquement, le fait que justement on passe par un endpoint, bah, typiquement, vous allez pouvoir utiliser les mêmes mécaniques que ce que vous aviez jusque-là en niveau de sécurité au niveau de OpenAI. Alors, je ne reviens pas sur l'ensemble parce qu'en plus, je crois qu'on a pris un petit peu de retard, peut-être prendre un petit peu de temps pour le reste. C'est pour reste. ça que j'étais un peu vite sur ma démo. Ouais, j'étais un peu short. Ouais. On est même short, on est un peu toi et moi, on n'est pas du tout bavard. Et en plus, on est rudis dans la boucle, alors là, c'est foutu. Juste un point important, vous le voyez bien là, il est marqué en gros Always Encrypted et dedans. Tout le monde l'a vu? Ok, on peut passer à la suite alors. Vous avez compris ma subtilité quand même. Hein. C'est pas compatible avec de l'Always Encrypted. Ça marche pas avec Always Encrypted d'encrypter du vecteur. Voilà. C'est pas compatible. C'est pas compatible. C'est compatible avec tout le reste, mais pas Always Encrypted. La partie graph, on va partir sur la partie développeur. Et donc, on a la partie GraphQL qui est déjà disponible. On a une nouveauté qui va arriver. Et je pense qu'on va enchaîner sur les démos si tu es d'accord, Stéphane. Plutôt que de montrer toutes les slides. Au pire, ils les auront après. Mais on a la partie JSON, regex, etc. qui semble intéressant à montrer. Je te laisse éventuellement reprendre la partie démo sur la partie JSON. Allez, je repars. Donc là, ce qu'on va vous faire, c'est une petite démo sur JSON. Donc déjà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait comme modification sur... Alors déjà, maintenant, JSON, c'est un vrai type. Donc simplement, je prépare ma table. Donc vous voyez, vous avez en fait maintenant, vous avez un type JSON qui a été rajouté. Ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais insérer deux valeurs de type JSON dans une table. Jusque-là, rien de spécial. Et là, tout ça, ce que je vais vous montrer, c'est les nouveaux types, enfin les nouvelles fonctions JSON Value, par exemple. On peut directement extraire des données du JSON et les afficher directement en mode gris. On peut aussi, ce qu'on faisait avant, tout simplement sortir tous les JSON. Donc là, il n'y a rien de particulier. On peut sortir un array. Donc, vous allez en fait avoir la colonne de type de order info qui est de type JSON. Je peux la sortir dans un seul JSON. Donc, en une seule fois. Tout simplement, ça va compacter, ça va faire en fait une agrégation. Vous avez la possibilité en fait de rajouter des clés.
dans votre JSON. Donc là, vous avez par exemple, vous voyez ici, j'ai rajouté le order ID avant le JSON. Donc pour avoir un JSON en fait qui est comment dire, hiérarchique. Et enfin, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est de dire, je peux modifier directement une valeur. Et donc là, vous voyez, je démarre par exemple, order ID, il était à 1 au début, bah à la fin, il est à 2. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités, la syntaxe supplémentaire qu'on a rajoutée. Ce que je voulais vous montrer, c'était un petit exemple qu'on a bâti. On a rajouté en fait une colonne document qui contient un bête JSON hiérarchisé. Alors, je ne rentrerai pas là-dedans pour gagner un peu de temps. Ce que je vais faire, je m'assure que mon index de type JSON n'existe pas. Je vais lancer la requête ici sans l'index. Donc, je cherche une valeur dans le document. Donc, j'ai une nouvelle, comment dire, une nouvelle fonction qui dit je veux chercher si quelque chose est contenu dans un JSON. Donc, par défaut, ce que SQL Server va faire, si vous êtes dans la version avant 2025, il va devoir faire un index scan de la cluster pour récupérer toutes les données. Et après ça, il va regarder quelles sont les valeurs où vous avez effectivement set account number. OK? Si je rajoute l'index, donc on va lui laisser le temps de se construire. Si je relance exactement la même requête, ben regardez maintenant, je suis passé sur un indexic de mon JSON. Donc ça, c'est la différence avec justement le JSON d'avant. Et si tu vas regarder le nombre de lectures logiques, on diminue quand même aussi le nombre de lectures logiques. On l'a vu hier. Donc je rajoute ça. Avec un T, ça ira mieux. Alors Clément dit cluster, point d'interrogation. Oui, je pense qu'il fait une structure Ouais. une sorte de copie de la table en JSON derrière, ce qui fait qu'il génère un index cluster sur la représentation tabulaire du JSON, j'imagine. Et puis le Oui, T, en je le fait, veux au citron, s'il te plaît, Stéphane. comment? Le T, je le veux au citron, Stéphane. Tu t'as rajouté un T, là. Bah, ça, écoute, la prochaine fois qu'on se fait un barbecue. Pour l'instant, c'est pas trop possible. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai fait 12 reads pour aller lire mes données, alors qu'autrement, avec un scan, hein, j'aurais eu beaucoup, beaucoup plus de choses Mais à ce qu'on lire. voit, c'est qu'il fait 5 lectures logiques sur ton index directement. Ouais, il fait, voilà. Ouais, pardon, autant pour moi. Donc en fait, sur l'index, il fait 5 reads. Donc c'est quand même très efficace. On a vu hier, parce qu'on a comparé avant-après, et Ouais. on diminue quand même pas mal le nombre de lectures logiques. Alors là, on est sur pas beaucoup de lectures logiques, mais on divisait par 2. On était à Alors peu juste près une pour, dizaine de lectures avant, et voilà. Mais comme là, on est chaud au niveau timing, c'est Ouais. un peu compliqué. Ben, typiquement, sans l'index, j'aurais fait 5000 et quelques reads, juste pour Et vous voilà, montrer. voilà, c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Donc, c'est quand même différent. Du Et coup, le coût tu de veux ta qu'on requête embraye? diminue pas mal. Vas-y, Ouais. enchaîne sur le regex. Tu devais faire le Regex, allez. regex, vas-y, enchaîne. Mince, je l'ai plus. J'étais T'as sûr plus de de l'avoir. regex? Euh, Je prends, je le ouais, fais. vas-y, prends. Et puis, je vais chercher. Je reviens tout de suite. Ah bah je le fais le regex, je Ah, l'ai. bah, vas-y, excuse-moi. Désolé. Pas de problème, t'inquiète, pas de problème. Hop, alors le regex. Si tu veux, je te laisse commenter. Le regex, tu vois, il est là. Tac. Alors, Hop. Vas-y, tu, vas-y. tu, tu veux le faire ou je le fais? Vas-y, commente. Ouais. Alors, tout simplement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a la possibilité, avec 2025, de faire du regex. Donc, vous voyez ici, par exemple, en ligne 22 et en ligne 24, on rajoute des checks, donc des contraintes sur, par exemple, un numéro de téléphone ou, par exemple, sur une adresse mail. Alors ici, on a pris une syntaxe un petit peu avec des parenthèses, des trucs, des machins. Mais typiquement, donc là, on va pouvoir tester des contraintes avec du regex. Donc si par exemple, si tu crées la table, Alors attends, parce que là, il m'a fait un truc qui me plaît pas. Mais je vais trouver une solution. Hop. donc c'est une, C'est c'est une Assume, con-
c'est une contrainte comme avant, en fait. Il y a pas de différence. C'est juste qu'à l'heure actuelle, maintenant, bah, on va dire, on peut faire du regex sur cette contrainte. Donc là, on va la créer, clac, Voilà. voilà. Donc, Là, on insère nos données. voilà. Donc, là, le format de téléphone, il passe. En fait, c'est ce qu'on voulait. On voulait des parenthèses. Voilà. Cherchez pas, hein, ce sont des modèles nord-américains. Et ici, par exemple, ben, parce qu'on a oublié les parenthèses, ben, ça passe pas. Donc, tout simplement, on a validé le numéro de téléphone avec le regex. Et si on fait comme ça marche, tu crois? Alors, en principe, oui. Si tu sais dire le regex, il n'y a pas de problème. Eh bien non, parce que regarde, lui, il veut comme Ah ça. oui, voilà. Donc, tout simplement, on teste des choses. Et du coup, donc là, on va insérer simplement quelques valeurs et on va vous montrer un petit peu sur une recherche ce que ça peut donner. Voilà, clac, Voilà, donc simplement, on a mis quelques valeurs bâton. Et là, vous voilà, voyez, bah, on va faire une recherche sur un regex directement en regex. directement. Voilà. Alors, les mêmes règles pour la sargabilité s'appliquent que sur un like. Donc, typiquement, vous pouvez avoir des regex qui sont sargable et des regex qui sont non sargable. Puis c'est à vous de faire attention pour que ça se passe comme il faut. Donc, ça, c'était pour le regex. Il y avait une autre démo, je ne me rappelle plus. Ah oui, oui, des démos, j'en ai encore qui traînent, moi. On va aller sur la partie justement qui m'a Lock. été, ouais, enfin, qui avait été un petit peu lancée avant Hmm. dans, dans la, dans la session de Clément. Clac, je vais la faire. Clac. Alors, je vais juste faire un petit J'en truc profite pour avant. dire que l'affichage des onglets dans SSMS 21 est nettement amélioré. Oui, C'est le 64 bits. minimum. Alors là, j'enlève l'optimize locking. Je vérifie que ma base n'est pas en optimize locking. Et on va juste vérifier un truc avant, après. Donc là, je vais regarder les locks. On vérifie que là, j'ai pas de lock du tout. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais lancer un scénario où ça vous parle un peu, le scénario un petit peu du deadlock où on envoie plusieurs. Oups, j'ai été trop vite. Requêtes en même temps sur les mêmes données. Et donc, on va générer du lock. C'est le cas ici. Si je regarde ici maintenant, j'ai du lock. Et j'ai même un lock entre deux sessions. Je fais vite parce qu'on est un peu en retard, donc excusez-moi si c'est un peu trop rapide. Hop. Donc là, on voit bien ces locks. Ici, je vois qu'il y a un truc qui me gêne, c'est qu'au niveau de la clé, directement au niveau de la clé, j'ai un verrou exclusif et on voit bien le wait. OK? On va essayer d'optimiser ça, en fait, en 2025. Je vais directement droit au but, on va gagner du temps. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter mes bêtises, je fais mes rollbacks, clac, clac, on enlève les locks, ça s'est débloqué. Si je reviens là, j'ai plus rien. Vous me direz, c'est normal. Je vais activer l'Optimize Locking. Ce qui va être important, c'est de regarder le comportement. On va toujours avoir du blocage. Ça n'empêche pas le blocage. Attention, c'est juste que on va se comporter autrement. Et c'est ça qui va être important de regarder. Quand je regarde mes locks maintenant, j'ai toujours mon lock entre les deux sessions. Mais là, voilà, j'ai beaucoup moins de locks. Et mon wait, il est en mode shared, là où j'étais en exclusif tout à l'heure, et il est au niveau du exact, Donc de la transaction. au niveau de la transaction. Exactement. Je suis plus au niveau de la page, au niveau de la clé, de la page, de la donnée, au niveau de la ligne. Je suis vraiment au niveau de la transaction. C'est la transaction qui est bloquée et c'est plus la donnée. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est le point important. Ça, c'est une des nouveautés. Ça va, je vous ai pas trop perdu? Si vous avez des Non, questions, c'est bien, c'est on en bien. reparle. On en
en reparle après. Je suis allé droit Donc au ils but. ont Là, changé en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le mode de locking de façon à pouvoir verrouiller sur une information transactionnelle. Enfin, Exactement. ouais. L'objectif aussi, Rudy, je le dis très rapidement, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est ce qu'on nous a dit, et c'est pas sorti, machin, etc. Mais l'objectif, c'est que ce soit par défaut Mhm. sur SQL 2025, avec l'ADA. Ouais, ce serait bien. Ouais. Voilà. C'est l'objectif. Donc après, voilà, faut le temps que ça mûrisse, mais c'est ça. Un point que moi j'aime bien, qui est personnel, c'est celui-là. Après, j'ai d'autres démos, mais on va être trop short au niveau timing. Donc je vous en montre une petite dernière qui fonctionne avec le Query Store. Hop, je vais faire hop. Si j'ai le temps, je vous ferai vraiment la toute dernière après. Mais celle-ci, c'est petit côté rigolo. On a toujours un développeur qui fout le bordel. Ah, la requête décisionnelle qui met 3 plombes. Donc là, tu as une requête très lente qui est en train de Voilà. s'exécuter. Ok. Et on a toujours couru après ce développeur pourri pour lui dire, il me fait chier. Pardon. Ça serait bien, voilà. Donc là, on cherche la requête qui va pas bien. Dans le J'ai Query trouvé Store. dans le Query Store, t'as tout compris. Voilà. Là, je l'ai trouvé. J'ai un plan ID qui doit être par là. C'est la query ID 9. Tu la vois, elle est là. C'est celle-ci. Si on la regarde, c'est bien celle-là. Et j'ai une nouveauté dans le Query Store. Et John, maintenant, ça a moyen Donc, marché. en sachant, je fais les sous-titres si ça t'embête pas, en sachant qu'à partir de 2022, on peut ajouter des options de requête à travers Et le Query hint. Store pour influencer la requête qui passe. Et en 2025, Ah, on a un abort query execution qui permet de... exactement. J'allais le dire, mais tu Oh, m'as. excuse-moi, Mais c'est pardon. très bien. Mais pas de souci. Merci Rudy, t'as très bien fait. Y a pas de sujet. Comme je t'ai dit, comme on est un peu pressé, je vais un peu Mm. vite. Donc voilà. Mais oui, ça date de 2022 où on peut venir mettre des hints dans le Query Store. Et ben là, on a une fonction qui permet de revenir. Ah, si je mets un espace, j'ai même pire que ça. Regarde, je peux mettre un espace, je peux créer un truc. Là, ça casse toujours. Et là, hop, dans mon from, juste après, je vais faire un truc là qui va être un where. Donc ça, l'espace, tu vois, ça marche. Oui, mais là, si tu fais un where, tu changes la requête quand même. Et voilà. Mm. Et là, ta requête. Alors, Alors, juste par rapport à la question de Clément, là, si on met un espace, faut faire attention, il y a une différence entre le moteur quand il fait l'optimisation et le stockage dans le Query Store. Ici, on est côté Query Store. Donc, le stockage dans le Query Store est un peu plus agressif en termes d'optimisation, enfin de recherche de similitudes que le moteur lui-même. oui, Donc tu il veux est dire qu'il plus. est capable de reconnaître des requêtes Oui, semblables, quoi. Il va oui. plus loin dans le nettoyage, on va dire, que quand il fait dans sa phase de Optimisation avec le Query compilation. Hash. Ouais, Ouais, avec le Query Hash. ouais. Il va plus loin, il va plus loin, il va vraiment regarder des fois Ouais. le code en lui-même et dire bah, c'est le même Query Hash, donc du coup à la fin, c'est la Mm. même requête. Il fait même C'est la partie, du paramétrage à la volée, enfin, il fait plein de trucs. Donc, c'est la partie paramètre sniffing, machine learning que l'on a depuis 2022 qui a été vraiment améliorée. Ouais, Query Store est bien notamment aussi pour voir le PSOP. Mm. Vous voyez bien le truc, donc ça c'est bien. Paramètre sniffing et compagnie, ouais, ouais, il y arrive beaucoup mieux depuis 2022. Et on est encore en train de l'améliorer sur 2025. C'est ce que je suis en train de montrer en fait. mm. Alors après, il y a encore des choses encore à améliorer. C'est pas bien fini, mais c'est déjà mieux que rien. On veut supprimer, bah là je retourne ici, je supprime le numéro de l'ID, c'était la 9, et hop, et là ça repasse. Et donc là, si j'enlève mon where, notre client il peut de nouveau refaire sa requête pourrie, ça marche. Ok, bah En super, plus, bah merci. elle était pas si pourrie que ça, sa requête. Je suis méchant avec lui. Bon,